hein, pour le 30 octobre. Donc le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à adopter ce 30 octobre une nouvelle résolution concernant le Sahara occidental. Au même moment, l'administration Trump évoque un plan de paix entre le Maroc et l'Algérie pour les jours à venir. Quel scénario voyez-vous pour la résolution du problème du Sahara occidental et la pression que semble exercer Trump afin de rétablir les relations gelées entre l'Algérie et le Maroc? N'hésitez pas par ailleurs à commenter l'utilisation quelque peu incongrue du terme plan de paix dans ces circonstances non guerrières. Exactement. Voilà. Je crois que tu as répondu à moitié à la question. Il y a eu une confrontation provoquée par le Maroc en 63 à l'encontre de son voisin algérien qui venait de découdre avec l'OS, avec l'armée française, avec le napalm et avec beaucoup d'autres choses, la torture, les viols, l'assassinat même de Français à Paris, en Algérie, les Français de souche, hein, les Français d'Algérie qui se tenaient, le FLN, sans compter les procès d'un certain nombre d'Algériens, sans compter les Algériens qu'on a fait noyer, donc Papon a fait noyer dans la Seine, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Le Maroc a trouvé l'occasion, juste après la fin de cette guerre, de cette tragédie algérienne, de sauter sur l'occasion, dire ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. C'est l'occasion de récupérer ce qu'ils appellent Sahara al-Sharqiyya. Sahara al-Sharqiyya a été négocié d'arrache-pied et à la sueur de leur front et de leur sang au moment des négociations d'Évian. C'est une carte où les Algériens n'ont volé personne, où les Algériens ont récupéré leurs terres. Il faut retourner aux accords de l'Al-Lamarniya sur lesquels on s'est basé justement pour sceller un accord avec le Maroc. Donc, revenez et lisez bien ce qui a été publié dans vos journaux officiels, s'il vous plaît. Venez pas nous casser la tête, hein. Moi, je suis pas responsable de votre ignorance. Il y a un accord qui a été signé par la suite sur ces frontières-là par Hassan II et promulgué par un dahir publié dans le journal officiel par Hassan II. Si l'opposition marocaine, si l'Istiqlal n'était pas content, c'est pas mes oignons. L'Istiqlal, il a un projet d'arriver jusqu'au fleuve Sénégal, de phagocyter la Mauritanie, de prendre une partie du Mali, etc. Ça, c'est le projet d'Al-Fazé. C'est à l'époque où Hassan II a décidé de publier, ça veut dire de promulguer les accords signés avec l'Algérie et devenir un fait accompli pour les Marocains. Ça, c'est pas mes oignons, ce sont des affaires internes à Hassan II et à son opposition. Et puis par la suite, Hassan II, où le Maroc a déposé ça auprès des Nations Unies. Donc ces frontières, telles qu'établies aujourd'hui, sont reconnues internationalement et nationalement. Il y a des décrets. D'accord? Il y a des décrets bien détaillés avec les frontières Finkeinin, etc., 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 etc. Il y a eu, depuis cette confrontation de 63, il y a eu beaucoup de rencontres entre les Marocains et les Algériens dans l'espoir de mettre sur pied l'UMA, Union du Maghreb arabe. La COF, à plusieurs reprises, il y a des rencontres. Des ministres des Affaires étrangères, il y avait même une rencontre en 83 entre Hassan II et Chadli Ben Jdid à Jouj-Brel. Donc de quelle paix on parle? De quelle paix parle-t-on? Le Maroc a décidé, suite à un certain nombre d'incidents pour lesquels le Maroc n'a jamais présenté des excuses, la manière dont on a traité des Algériens au Maroc, qu'on a accusés d'un certain nombre d'attentats qui sont avérés par la suite des attentats internes. Donc c'est des Marocains qui avaient été derrière ces attentats. On a molesté des Algériens, on les a emmerdés, on les a ils les ont mis en garde à vue, les ont torturés et tout,
Pas un seul mot d'excuse. Pas un seul mot d'excuse. Donc, ok, on laisse passer. Puis après, la goutte qui a fait de beurre dans le vase, tu amènes l'ennemi historique. Un ennemi historique de l'Algérie. Qui l'entité sioniste, tout le monde connaît la relation des Algériens à la cause palestinienne. Ça leur rappelle un petit peu leur trajectoire historique, leur trajectoire de vie. Ils ont eu la même souffrance. Et donc, ils s'identifient à la cause palestinienne. Et c'est à leur honneur. C'est à leur honneur. Et tu leur amènes cet ennemi potentiel, on lui autorisant de construire des casernes à 35 km de la frontière algérienne. Mais de qui se foutant? L'Algérie n'est pas une crèche et l'Algérie n'est pas un tremplin pour que le Maroc puisse régler ses problèmes de misère, de problèmes économiques, etc. concernant l'Est du Maroc. Les Algériens le savent. En fermant leurs frontières, c'est 3 à 4 millions de Marocains de l'Est et de l'Oriental qui sont dans une merde totale. Toute la région du Nord-Est, Kulha, on le sait. L'essence au Maroc de l'Est et de l'Oriental était moins chère que l'eau, grâce aux Algériens. Toute la nourriture de base, l'huile, skar, kahwa, farine, semoule, hyper subventionnée en Algérie. Hyper subventionnée en Algérie. Les Marocains, ça veut dire par la voie de la contrebande, mais en bénéficient aussi. En bénéficier aussi. Et maintenant, la ghalb, va chez Mohamed VI. Ou la va chez Ismaili. Il a certainement des stocks de farine. Donc, les Algériens, basta. Puisque c'est des Kerolais. Qu'est-ce que tu veux faire chez les Kerolais? Laissez-les tranquilles. C'est comme ça que vous les appelez. Alors, laissez-les tranquilles. Allez chez Shlomo. Il va vous donner de la farine. Ou là, chez Bernard-Henri Lévy, il va vous donner aussi de la farine. Ou là, chez quelqu'un d'autre. Allez-y chez eux. Ya'amrou farina. Moi, quand j'ai vécu à Oujda, la plupart d'Oujda, on n'oubliera jamais le khir de Jazairiens. Où ils craignaient qu'un jour ou à l'autre, ils vont le priver de cette donation algérienne. Moi, je le dis sincèrement à mes amis algériens. Peut-être la mentalité a changé depuis mon départ. Mais moi, quand je vécu là-bas, les Oujda reconnaissaient les bienfaits de cette proximité qu'ils avaient avec l'Algérie. D'ailleurs, il y a eu, je veux dire, des liens de famille, Fnesbin, Zoujine, et il y avait de la famille des deux côtés, etc., etc. Et tu as un pouvoir central qui n'a rien à voir avec cette région. Comptez combien de fois Mohamed VI venait à Oujda? Qu'est-ce qu'il connaît Oujda? Comptez combien de fois les Himma venaient à Oujda? Comptez combien de fois? Et quand ils étaient en colère contre l'Oujda, comment ils les appelaient? Ils les appelaient aussi le Kragla ou les appelaient Oulad Zaïr. Les bâtards d'Algérie. L'Oqata de Jazair. Quand il y avait de la colère à Oujda, les bâtards d'Algérie. Vous voulez qu'on oublie tout ça ou quoi? Alors j'ai vécu là-bas. Les gens du Rif, on les appelle Aoubache et on les appelle les enfants des Espagnols. La Zoujda, on les appelait les bâtards d'Algérie. Donc voilà. La spécialité de ce régime marzanien et de cet institut royal, c'est d'allumer le feu entre vraiment des frères de sang, parce que Oujda, à un moment, j'ai pas envie d'allumer le feu non plus, Oujda, à un moment, était algérienne. L'Algérie arrivait jusqu'à Ouad Melouia. Et non le contraire.
c'est l'Algérie qui a perdu du territoire. C'est pas le Maroc qui a perdu les territoires. En tout cas, depuis les accords de Mrnia. Pas parce que le Ayashi devenait insomniaque, qu'il occupe TikTok 24 sur 24, qu'il a raison. Non, on vous envoie des documents. On vous envoie des réalités historiques, juridiques, etc. Consultez votre journal officiel. Consultez, je veux dire, les traités internationaux qui sont déposés aux Nations Unies. Vous allez voir le traité qui a été déposé par Hassan II. Donc, à un moment, il faut stopper. Et les Algériens ne sont pas demandeurs, mais absolument pas demandeurs. Alors ceux qui disent oui, la France a reconnu le plan d'autonomie, les États-Unis vont dans la même voie. Moi, je vous rappelle des faits historiques al-Khot. Parce que je vous dis, vous êtes vraiment d'une ignorance incroyable. Les États-Unis sont au Conseil de sécurité comme membre permanent depuis la fondation de l'ONU. Ça veut dire fin des années 40. Ils sont membres permanents. Ils n'ont même pas pu se servir eux-mêmes. Les pressions qu'ils faisaient à l'intérieur du Conseil de sécurité pendant la guerre de Corée, ça a amené à quoi? Les pressions qu'ils faisaient au sein du Conseil de sécurité au moment où ils étaient un acteur clé dans la guerre du Vietnam, ça a amené à quoi? Ça a amené à l'indépendance du Vietnam. Vous croyez que la légalité internationale est instrumentalisée et manipulée comme on veut? On a parfois le sentiment qu'on est dans une logique de double standard maintenant avec la cause palestinienne, etc. Mais le problème, il n'y a pas de violation du droit. Il y a une défaite morale. Il y a des mains sales, dès que la main de veto qu'on a levée pour que le cessez-le-feu n'aura pas lieu, c'est du droit. Parce que le modus operandi, il est comme ça. S'il y a un membre permanent du Conseil de sécurité qui conteste une décision, ou une résolution, ou un projet de résolution, malheureusement, le projet ne passe pas. Et c'est du droit. C'est pas une violation du droit, c'est du droit. Mais c'est une défaite morale, c'est une défaite éthique, c'est la main sale, comme celle qu'on a levée pour empêcher donc une résolution algérienne de passer. Ça, c'est la main sale. Sur le plan moral, c'est une défaite, parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a un génocide, et les Américains empêchent le cessez-le-feu. Ça, c'est une défaite. Tout comme le petit flacon, agité pour la guerre d'Irak. Oui. Exactement. Donc, on a des mensonges là et tout, mais le problème, c'est que tu es au sein d'un cadre qui te permet ce genre de comportement, de posture. C'est pour cela, Mandela, Allah yarhamou, avant qu'il meure, avait tiré la sonnette d'alarme et il leur disait la structure aujourd'hui des Nations Unies ne sert pas les pays pauvres, ne sert pas les pays du Sud. Et donc, elle a une allure, elle donne l'impression d'être une vieille dame injuste à leur égard. Mais quand tu vas interpeller un professeur du droit international, même un professeur tiers-mondiste, il va te répondre ce que je suis en train de te dire. Il va te dire, je suis désolé, la structure et le fonctionnement, elle est comme ça. D'ailleurs, Kofi Annan, qui a fait des pieds et des mains. Justement, c'est un des seuls secrétaires généraux des Nations Unies et qui avait vraiment souhaité de tout son cœur qu'une réforme puisse avoir lieu. Et d'ailleurs, il demandait qu'on interdit le droit de veto quand il y a risque ou quand on est dans une logique de génocide. On peut avoir donc un droit de veto dans d'autres trucs. Mais quand on a affaire à un génocide, il faut que le droit de veto ne doit pas être accepté. Ça, c'était son grand rêve, son grand souhait. Il est parti sans pouvoir le réaliser.
Et beaucoup de gens aujourd'hui vont dans ce sens-là. Et ils nous disent, OK, on peut accepter ce droit de veto, cette merde, etc. Mais au moins, quand il s'agit de génocide, je suis désolé, le droit de veto, il doit être out of place, il doit être donc quelque chose d'obsolète. Et c'est un combat qu'il faut mener à l'intérieur de l'institution onusienne. Mais les Américains ne sont pas les rois. Les Américains profitent de la structure juridique de l'institution et ils utilisent leur veto, mais ils peuvent pas imposer le Sahara marocain. Ça fonctionne pas comme ça. Ils peuvent, comme je le disais tout à l'heure à Denia, fermer les représentations. Et je crois pas qu'ils vont le faire. D'ailleurs, professeur, une petite news, le Front Polisario rejette le projet de résolution américain au Conseil de sécurité relatif à la MINURSO. Ils ont dit qu'il n'y a pas de projet en dehors du projet du référendum. Eux, leur travail, c'est de prolonger, qui va se faire bientôt, de prolonger la mission de la MINURSO. Et ils essaient de trouver des alternatives au financement américain parce que les Américains nous emmerdent avec leur financement. Ils l'ont fait il y a quelques années pendant la guerre d'Irak où ils nous ont menacé c'est la France et c'est d'autres États du Conseil de sécurité ne suivent pas la position américaine. Ils sont prêts à retirer leur truc. Et à l'époque, c'était Juppé, je crois, qui était ministre des Affaires étrangères au Premier ministre, je me souviens plus. Ben, lui a frappé sur la table. Il dit, mais qu'ils aillent, qu'ils peuvent s'en aller, hein. Ils peuvent s'en aller. Mais on n'a plus ces pointures en France maintenant. On n'a plus ces pointures. Ces gens-là n'existent plus aujourd'hui en France. Et donc, ce qui va se passer, les Américains, à la limite, surtout Trump qui est un dégénéré comme ça, un fou, je sais pas d'où, c'est un psychopathe, hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ilyas Sambar. C'est un psychopathe, ce bonhomme. Il va dormir avec une opinion et se réveiller avec une autre. Je crois que l'île Epstein a fait beaucoup d'effets sur lui, hein. Je sais pas ce qu'on lui a donné à manger dans cette île-là, mais l'effet est toujours néfaste sur lui. Donc, ce qui fait qu'il peut fermer des bureaux de liaison, il peut fermer des centres de recherche. Et je ne crois pas que les centres de recherche, il arrivera à les fermer parce qu'ils sont bénéfiques et la société civile américaine n'acceptera jamais, les milieux universitaires n'accepteront jamais parce qu'ils travaillent beaucoup avec les Sahraouis, etc. Les Sahraouis ne roulent pas avec des valises, avec des billets noirs, avec des sacs noirs pleins de billets, de dollars, etc. Eux, ils construisent des centres de recherche, ils essayent d'avoir un peu de sous pour financer les études de leurs enfants, un peu dans l'Amérique latine, un peu aux États-Unis, un peu à Cuba, à gauche, à droite. Donc, ils n'ont pas la même posture que les Marocains qui dilapident l'argent du contribuable marocain à tort, à gauche et à droite, pour corrompre, ben voilà, les gens. Mais je crois que les Algériens sont droits dans leurs bottes. Ils n'ont pas besoin des Américains. Les échanges entre l'Algérie et les États-Unis sont de l'ordre de 4,3 milliards de dollars. Je crois 3,1 milliards de dollars exportation algérienne, 1,2 milliard les importations. Ça pèse rien. Le commerce algérien, qu'il soit des minerais, qu'il soit du pétrole, tout ce qui s'ensuit, est dirigé dans sa grande majorité vers l'Europe. Et donc, les États-Unis ne pèsent rien, ni en termes de commerce international, ni rien du tout. Et puis, tout à l'heure, Donia m'avait posé une question très pertinente. Est-ce que ça va influencer l'amitié franco-algérienne? Il n'y a pas d'amitié franco-algérienne. Les Algériens n'ont jamais été les amis d'Amérique et l'Amérique n'a jamais été les amis d'Algériens. Et les Algériens sont conscients de tout ça. La CIA a donné un sérieux coup de main à l'OAS. La plupart des historiens algériens le savent. La CIA a donné un sérieux coup de main à l'OAS pour déstabiliser De Gaulle et pour aussi déstabiliser le FLN qui était très proche de l'Égypte. Parce que le FLN les dérangeait parce qu'il était allié avec Nasser et de l'autre côté, l'OAS frappait fort De Gaulle et De Gaulle les emmerdait. D'ailleurs, De Gaulle parlait
des Nations Unies ou de l'OTAN en disant ce machin. Voilà, on sait très bien quelle était sa position par rapport donc à l'américanisme et l'ancrage américain en Europe. On connaît les positions de Gaulle, qui ont été par la suite celles de Chirac, un peu très intelligentes, très différentes, parce que De Gaulle avait un franc-parler frontal, mais Chirac était très diplomate, il connaît la culture américaine, il passait par les États-Unis, il parlait parfaitement anglais. Donc voilà, donc mais Chirac ne portait pas l'Amérique dans son cœur, et il avait donc un bon avocat dans cette histoire-là qui était Dominique de Villepin. Et on connaît très bien le bras de fer pendant la Seconde Guerre d'Irak entre le clan Bush, Powell, etc. et Dominique de Villepin, qui racontait dans un de ses livres, je crois, que il a pu vraiment échapper de justesse à un coup de poing ou à une gifle venant de Colin Powell, quoi. Je veux dire, pour vous dire, les hommes français dont la France doit être fière, mais malheureusement aujourd'hui on les a remplacés par des omelettes. Donc voilà. Donc ce qui fait que aujourd'hui l'Algérie ne craint pas les États-Unis. L'histoire américaine concernant les Algériens est noire. Les Algériens ont été donc des militants non alignés, mais avaient beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour le bloc de l'Est. Ils avaient des très bonnes relations avec les pays de l'Europe de l'Est, avec l'Union soviétique, etc. Et idéologiquement, ce sont des révolutionnaires, et c'est pas des faiseurs de dictature, hein. C'est pas les faiseurs de coups d'État. Donc, vous voyez que les États-Unis et l'Algérie n'ont rien à faire ensemble. Et ils ne sont pas ensemble, je vous rassure. Ils ne sont pas ensemble. D'ailleurs, les Algériens affrontaient qui pendant ces 2 années? Un petit peu Israël, mais ils affrontaient les États-Unis, parce que c'est elle qui faisait valoir le veto. Le responsable permanent algérien au Conseil de sécurité, il regardait qui droit dans les yeux quand il parlait? Il regardait l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a jamais eu d'amitié. Parce qu'il n'y a pas de point de convergence. À un moment donné, par exemple, dans l'histoire et la trajectoire politique française, il y avait parfois des amitiés avec un certain nombre de gouvernements. Ils avaient des bonnes relations avec Chirac, par exemple, les Algériens. Des très bonnes relations avec Chirac. Ils s'entendaient bien avec Chirac. Moins avec Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. C'est le bordel total avec Macron qui sait maintenant, avec son nouveau gouvernement, de revenir un petit peu en arrière. Ils ont viré Retailleau parce que c'était la solution pour revenir vers l'Algérie. L'Algérie n'a peur de personne et n'a besoin de personne. Comme disait Brigitte Bardot, j'ai besoin de personne en Harley-Davidson. Et je crois que l'Algérie a besoin de son peuple. Bien l'éduquer, lui offrir une bonne santé, de la bonne culture, continuer à subventionner les produits alimentaires de base, vraiment. Et les indicateurs aujourd'hui internationaux le démontrent. Quand on prend le coefficient Gini en Algérie, il est de 22%. Ça veut dire que la richesse est très bien répartie. Au Maroc, il voisine 50%. Donc la richesse est moins répartie doublement en Algérie. Donc elle est catastrophique. Et dans les pays occidentaux, quand on va dans les pays nordiques, on retrouve 26-28. Donc leur richesse est moins répartie équitablement que l'Algérie. Même dans les pays scandinaves qui sont réputés être des pays vraiment où le système social est très poussé. Allez-y voir les rapports et vous allez voir que le coefficient de Gini algérien est très respectable. C'est-à-dire les mécanismes de répartition de la richesse. Et puis de ce côté-là, vous avez cette propagande à 2 balles. Il y a un qui sort avec
la moitié d'une baguette. Il vous dit les Algériens connaissent pas la baguette. Vous avez vu ça, professeur? Ils ont remplacé la banane par un bout de pain. Maintenant, les Algériens, après la banane, ben, ils n'ont plus de pain apparemment chez eux. Moi, je leur rappelle que l'orangina a été produite pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité à Oran. C'est pour cela qu'elle s'appelle Orangina. Avant de planter les oranges au Maroc à Berkane, à Mo, les Français les ont plantés en 1895. Et les Riachas sont contents. Vous avez vu la vidéo où il dit notre roi nous offre le pain à 3 dirhams. Il est heureux. C'est délirant encore. Le pain qui fait à base de quoi, Adnan? Qui fait à base du blé destiné aux animaux. Fait à base de blé destiné aux animaux. مشيو يسمعوا البدراوي professeur d'agronomie à l'université Hassan de Rabat. Il est fait à base d'alimentation destinée aux animaux. Vous mangez les mêmes ingrédients que vos animaux. Il est temps de changer votre régime. Il vous considère comme du bétail. كتحشموش والله ما كتحشموا. Les premiers vignobles en Algérie, je crois que le Maroc n'existait même pas. Premier vignoble. Les vignobles de Meknès, c'est quoi? C'est 1936-1938. Znibar. Les Algériens, c'est un siècle, 2 siècles auparavant. Quand j'habitais Jrada, on achetait que l'orange, on achetait que le clémentine. ديال المغنية. أقسم لكم بالله, c'était des Algériens qui venaient في سوق الحد Jrada pour vendre les oranges et les clémentines. Il n'y avait pas encore Berkane, il n'y avait pas les oranges de Berkane. Les oranges de Berkane, c'est les années 70. Et tout juste, quoi, c'est 1972-73. Pour être juste. Mais toute notre enfance, on a mangé des oranges algériens. Bien sûr, des oranges qui ont été plantées par les Français. Au 19e. C'est tout le nord-est marocain immigré vers l'Algérie, c'est qu'il n'y avait rien à faire chez eux. Que les gens de Berkane immigraient en Algérie, les gens d'Ahfir, les gens de Figuig, les gens de Bergem, les gens d'Ain Beni Methar, les gens de Jrada, les gens de Debdo, les gens de Hassiblal, je peux vous donner les trucs. Les gens de Nador, ديال Bouyafar, ديال Beni Chikar, ديال Tafersit, ديال Temsaman, etc. partaient en Algérie pour travailler. Moliéras, à l'époque, il les a estimés presque à 46 000 personnes qui travaillaient d'origine marocaine. On est au 19e siècle. Moliéras, grand professeur d'ethnographie, d'histoire, etc., qui était en Algérie. Vous savez, c'est quoi 36 à 40 000 personnes à l'époque? Ça, c'était des gens qui venaient travailler. On comptait pas leurs femmes, on comptait pas leurs enfants. On comptait ceux qui travaillaient dans les champs. Et ça vous donne une idée sur la présence des Marocains. Et ça, c'est uniquement dans le domaine agricole. Alors, on ne parle pas de ceux qui sont partis un peu plus loin pour aller à Ouaran, etc., ou aller dans des régions portuaires pour travailler dans la pêche, etc. C'est surtout les régions de l'Hussima comme les Baqiwa, etc., qui ont été chassés en 1897 après les massacres de Bouchta al-Baghdadi et de Abdelaziz, le sultan Abdelaziz. Donc voilà, c'est des gens demain ou après-demain, on va... Mais bien sûr, si tu es un grenier à blé, c'est grâce au blé algérien que Napoléon a pu faire ses conquêtes. Mais ils doivent lire un petit peu Montesquieu, le rapport de Montesquieu quand il était député à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il raconte de l'Algérie? Sa grande phrase connue, de quel côté est la civilisation? Au moment où des gens mouraient de toutes les maladies imaginaires et possibles dans le bassin parisien, etc. Ils n'ont qu'à lire un petit peu Emmanuel Todd, etc. Ce sont des auteurs français.
Ils les ont trompés sur l'Algérie. On leur a raconté n'importe quoi en France pour aller vers la conquête de l'Algérie. Et Jules Ferry a mis les pieds dans le plat en disant on va civiliser les races inférieures. Il y avait plus d'universités à Constantine que ceux qui en avaient à Paris. Il y avait plus d'écoles coraniques et des écoles modernes à Constantine que ce qu'on avait à l'époque, à la même époque à Paris. Lisez Montesquieu, lisez le rapport de Montesquieu. Vous pouvez aller à l'Assemblée nationale et vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. C'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, voilà. Voilà, Adnan. Je crois que l'Algérie est un État souverain et la souveraineté algérienne est inviolable et que Ramadan Amamra l'a bien rappelé dans un entretien, je crois, qui reflète un petit peu l'idée générale du pouvoir algérien et l'idée générale de la conscience algérienne. L'Algérie n'a pas besoin de dictat et l'Algérie ne doit rien aux États-Unis et au diable l'Amérique. L'Algérie ne rentre pas dans le jeu de la normalisation. L'Algérie a une ligne de conduite qui est reliée à des valeurs connues de tous, y compris des services secrets américains, mais pas de Trump, parce que Trump est un ahmar, il ne connaît pas, mais les gens spécialisés dans l'analyse des États du Maghreb connaissent très bien la ligne de conduite algérienne, etc. Et je vous renvoie vraiment à la lecture pour que vous puissiez comprendre. C'est un article qui devient d'actualité, et c'est un article qui est écrit en 93, donc il y a 32 ans, par un ami, le feu Bernard Ravenel, qui était journaliste à la revue Confluence Méditerranée avec le professeur Chaniolo, et qui est parti emporté par un concert. C'est un professeur d'histoire. Il a écrit, je crois, Alger entre les États-Unis et la France, ou bien Alger entre Paris et Washington. Je me souviens plus du titre, sa date, mais c'est Bernard Ravenel. Et donc, il parle quelle était la posture adoptée par les Américains pendant les années 90 pour essayer de couper l'herbe sous le pied, donc aux Français et surtout aux intérêts français en Algérie. Merci, professeur, pour toutes ces informations. Moi, j'ai une petite question pour vous qui n'était pas prévue, encore une fois. J'ai l'impression que Trump veut pousser les Algériens à la normalisation. C'est-à-dire derrière tout ça, avec Israël, hein, pas seulement avec le Maroc. Non, les Algériens ne vont pas normaliser. C'est mal connaître l'Algérie. Si les Algériens vont normaliser, excusez-moi, je vais faire rire un peu nos amis algériens, les Algériens vont normaliser, ils doivent devenir tous des koffars. Ils doivent renoncer à l'islam et puis après normaliser. La cause palestinienne, c'est un des piliers fondateurs de la conscience algérienne, comme l'islam, comme la culture amazigh pour les Kabyles, et j'en passe. Donc, ce sont des piliers fondateurs. Si tu enlèves la question palestinienne, la cause palestinienne aux Algériens, l'Algérie va s'écrouler, elle perdra son âme. Et donc, l'adage de Cabral deviendra de la chimère. Cabral disait, c'est les chrétiens en le Vatican, c'est les musulmans en la Mecque, les révolutionnaires en Alger. La conscience révolutionnaire mondiale, pas uniquement africaine, mondiale, se trouve en Algérie. Et c'est un héritage, c'est un gage, c'est un trésor que tous les révolutionnaires du monde ont confié à l'Algérie. Et je crois que l'Algérie a un double devoir. Un devoir national vis-à-vis de ses enfants, et l'autre devoir vis-à-vis de toutes les consciences révolutionnaires du monde, présentes et à venir. Et c'est un devoir très lourd. Et elle est prête à le porter. Elle est prête à le porter, et je crois qu'il le porte super bien. Et écoutez, je veux dire, la déclaration de Ramadan Amamra, et vous allez voir la force du verbe sans trembler, droit dans les yeux de celui qui a posé la question, et
Et je crois que c'est un message qui venait de la présidence de la République algérienne. Voilà. Je crois que il disait tout simplement, comme disaient les petits enfants, même pas peur. Même pas peur. Voilà. Les Algériens n'ont jamais répudié aucune cause juste. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer. Ils sont fidèles aux causes justes. Ils ne répudient pas, je veux dire, les causes justes. Et sur ce sujet-là, on n'a jamais trouvé la faille. On n'a jamais trouvé la faille. Quelques petites failles, peut-être chez Bourguiba, Bouteflika, mais Bouteflika, c'est un autre débat. Mais je parle, l'Algérie n'a jamais failli à ses devoirs. Et c'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Comme disait De Gaulle, c'est pas à 70 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Moi, je dirais, c'est pas maintenant, après presque 63 ans après la Révolution et l'indépendance, que les Algériens vont commencer une carrière de lâche. Si vous voulez être honnête, ils auraient été lâches entre 54 et 62. Ils ont payé le prix cher, 1,5 million de morts, et c'est pas maintenant qu'ils vont reculer. Et la marche arrière ne fonctionne pas sur les voitures algériennes. C'est bon à savoir si on va en Algérie. Mais donc si l'Algérie... Dans le domaine de principe, la marche arrière ne fonctionne pas. Mais si l'Algérie ne normalise pas, c'est donc le Maroc qui devrait éventuellement renoncer à la normalisation pour éventuellement espérer une paix avec son voisin. On ne demande pas aux Algériens de normaliser, on demande aux Algériens de servir d'une bouée de sauvetage au Maroc. Le Maroc est noyé. La normalisation qui promettait l'arrivée des start-up et des incubateurs et d'une grande partie de la recherche de Technion Weizmann, qui est aujourd'hui par terre par les missiles, je dirais iraniens, et il est en construction. On parle de 2 ans pour qu'il soit complètement construit. Donc aujourd'hui, c'est à l'arrêt. Une grande partie de ces étudiants sont apparemment discrètement envoyés vers Harvard, vers Yale, vers Oxford, vers Cambridge, etc. Par les brillantissimes étudiants du Technion Weizmann. On parle même de quelques-uns qui sont dissimulés dans un certain nombre d'écoles centrales françaises, etc., etc. Mais ça, c'est le bruit de couloir d'un certain nombre de collègues, etc. Reste à vérifier. Voilà. Mais il n'y a plus de cours au Technion Weizmann. Tout, il met par terre. Les laboratoires détruits, tout est détruit. Je veux dire, il faut 2 ans pour récupérer vraiment les murs, etc. Mais les bases de données concernant la banque de recherche, etc. Concernant, je veux dire, les grains, etc. Et tout ça a été brûlé totalement. Donc il ne reste plus rien. Donc c'est une catastrophe. Donc le Maroc qui s'attendait à avoir un transfert technologique, un transfert des ressources humaines de qualité, etc., à faire des échanges de professeurs, il n'y a pas un seul professeur sioniste qui donne cours au Maroc. De ces grands instituts, il n'y a pas un seul. On nous envoie qui à Adnan, et tout le monde le sait, on nous envoie des gens qui fuient la justice, donc des anciens pédophiles, des anciens fraudeurs, qui sont recherchés soit par la justice française, soit par la justice israélienne, soit par la justice européenne, et viennent se cacher au Maroc. Donc voilà ce qu'on a, et d'autres qui adorent le Maroc pour ses filles, pour ses cabarets, pour ses boîtes de nuit, pour ses petits garçons, etc., 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 etc. Donc voilà. Donc mais l'Algérie, elle fait son petit chemin. Et elle n'a pas besoin donc de sauver un pays qui est à la dérive. Le Maroc cherche une bouée de sauvetage, et d'ailleurs ce qui s'est passé pendant la génération Z n'a rien à Oujda n'a rien à voir avec donc un effet génération Z. Hein. Ils ont vu que ça s'allume, ils ont profité de l'occasion pour manifester leur colère, qui est la conséquence justement de la frontière, de la fermeture des frontières avec l'Algérie. Donc, s'il y avait un autre événement au Maroc, ils auraient bougé. Donc, la génération Z, ce qui se passe à Oujda n'a rien à voir. Donc, l'autre, c'est un élément déclencheur, mais pas un élément de connexion. Tout comme à Aqliha, d'ailleurs, aussi. Quoi?
tout comme vers Cléa, vers la région d'Agadir aussi. Exactement. C'est ce que j'appelle les révoltes périphériques. Les révoltes périphériques peuvent avoir souvent, et c'est pas moi qui le dis, c'est Samir Amin, peuvent avoir, si tu veux, des raisons locales. Mais quand on voit quelque chose qui bouge, les raisons qui ont abouti au printemps arabe ne sont pas les mêmes en Syrie, ne sont pas les mêmes en Égypte, ne sont pas les mêmes en Tunisie, ne sont pas les mêmes en Libye. Donc chacun avait ses propres raisons. Chacun avait ses propres raisons. Et les mains invisibles n'étaient pas les mêmes. Et donc, ce qui s'est passé au Maroc, on était étouffés, etc. Et on voit que ça bouge quelque part et dit, allez, nous aussi, on va sauter sur l'occasion pour faire la même chose. Mais il n'y avait pas de... moi, je peux même pas les appeler génération Z. Ce qui s'est passé à Cléa, ce qui s'est passé à Oujda, je l'appellerais... Et d'ailleurs, c'est là où il y avait vraiment de la vraie violence et des condamnations terribles.